Messieurs, dans un peu moins d'une semaine, nous aurons ce qui sera potentiellement la meilleure carte de l'année. Parce que là, tous les combats pourraient être des main events. Et en plus de ça, il y a 4 combats qui sont pour les titres. Je ne vois pas comment on pourrait faire mieux. Et puis en plus, quand on voit la qualité des combattants, non, il n'y a pas photo. Pour moi, ça va être la carte de l'année. Et je pense qu'il y a même possibilité qu'il y ait le potentiel combat de l'année parmi cette carte-là. Mais bon, là, ce qu'on va faire, c'est je vais donner mes pronos pour chaque combat. Et on va commencer par Zhilei Zhang contre Agit Kabayel. Les deux combattants qui ont refusé d'affronter Martin Bacolé pour s'affronter l'un et l'autre, sur une plus grosse carte, pour sûrement plus d'argent, et pour au final obtenir un title shot aussi, donc tout à fait compréhensible. Et c'est très intelligent de leur part. Alors, on a Zhilei Zhang qui lui sort une victoire contre Deontay Wilder par KO. Bon, après il a juste fini le travail des autres, de Fury j'ai envie de dire, et de Parker, parce que Deontay Wilder, bon c'est plus le même, mais voilà, le KO était beau à voir. Mais Zhilei Zhang, c'est un combattant très costaud, très très rapide, et avec un excellent contre avec du bras droit. C'est son arme la plus dévastatrice pour moi, c'est pas son bras arrière, c'est son crochet du bras avant. Il l'utilise très très bien en contre. Et il utilise bien la distance. Et comme j'ai dit, il est très très rapide, surtout pour quelqu'un de sa taille. Maintenant, Zhilei Zhang, passé on va dire le 4e round, il n'y a plus de jus. Il n'y a plus de jus. Et malheureusement, par exemple, ça lui a coûté la victoire contre Hrgović et aussi contre Parker. Parce qu'il a très bien entamé le combat. Et puis au fur et à mesure, plus de jus, son débit de coup est de moins en moins élevé. Donc malheureusement, la victoire n'est pas allée dans son sens. De l'autre côté, on a Agit Kabayel qui lui sort une victoire contre Frank Sanchez. Et alors pour moi, c'est un des heavyweights qui fait les meilleurs ajustements. Du moins lui et son équipe. Exemple très simple. Quand il a affronté Makhmoudov, il a boxé Makhmoudov jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il est dessus. Et là, à partir de là, il a commencé à avancer sur Makhmoudov et il a mis KO. Contre Frank Sanchez, qui lui est un boxeur, il a avancé sur lui, il a empêché de se déplacer, il a bien coupé le ring, il a bien travaillé son corps et il a fini justement par le mettre KO. Et je pense que la tactique que Kabayel va sûrement utiliser contre Zhilei Zhang, ça va sûrement être de le boxer. Même si, comme j'ai dit, Zhilei Zhang, techniquement, c'est bon aussi. Mais voilà, je pense que Kabayel va sûrement essayer de le boxer. Et si Kabayel arrive à passer les 3-4 premiers rounds sans prendre un crochet du bras droit de Zhilei Zhang, pour moi, il y a des chances qu'il gagne. Parce que si on regardait bien les deux combats difficiles qu'a eu Zhilei Zhang, autrement dit contre Hrgović et contre Parker, même si les combats étaient serrés, je dis pas le contraire. Mais voilà, une fois qu'ils ont passé le 3e, 4e round, il n'avait plus de jus, le débit de coups a baissé, il était plus vulnérable, il a pris plus de coups et il a fini par perdre. Et je m'attends à ça, je m'attends à ce que Agit Kabayel gagne. Je ne pense pas que ce sera un KO, je pense que ça ira à la décision. Agit Kabayel par décision, ce sera aussi un combat serré, je ne m'attends pas à ce que ce soit une promenade de santé, et je m'attends à ce que Kabayel gagne. Ensuite, on a un combat entre Britanniques. Joshua Buatsi contre Callum Smith. Alors, Joshua Buatsi, excellent combattant à courte distance. C'est un combattant qui envoie énormément de coups, surtout au corps. Très très bon, c'est vraiment sa marque de fabrique. Par contre, défensivement, il a tendance à avoir les bras baissés, à ne pas être responsable défensivement, et aussi, il envoie des coups très très larges. Et le problème, c'est que quand les coups larges qu'il envoie, il a tendance à toujours recommencer à reset à chaque fois une fois qu'il envoie les coups larges. Et ce qui fait qu'il est vulnérable, il est complètement ouvert et il prend des coups. Mais comme il l'a montré lors de son dernier combat, après je sais plus comment s'appelait son adversaire, mais Joshua Buatsi a montré que voilà, il était résistant et c'est une bonne chose.
De l'autre côté, on a Callum Smith qui, lui, est beaucoup plus expérimenté parce qu'il a quand même affronté Canelo et Arthur Beterbiev. Bon, il a perdu les deux combats, mais il a l'expérience au plus haut niveau. Callum Smith est très grand. Il doit faire au moins 1m90. Il a un bon jab. Il est bon à longue distance. Euh, il met bien la pression, coupe bien le ring. Mais voilà, Callum Smith nous a montré qu'il avait du mal avec les combattants qui mettaient la pression et qui boxaient bien à courte distance. Regardez son combat contre Canelo, regardez son combat contre Beterbiev. Et il me semble que John Ryder aussi lui a donné pas mal de problèmes comme ça. Maintenant, voilà, il a pris l'expérience. Je pense qu'il s'est largement amélioré. Et le plus expérimenté des deux, ça reste lui. Maintenant, je pense que ça reste un problème pour Callum Smith. Et je vais peut-être dire Buatsi. Même si, en temps normal, j'aurais peut-être dit Smith, mais sur ce coup-là, je vais peut-être dire que Buatsi pourrait être le vainqueur. Ouais, je vais dire Buatsi. D'ailleurs, ce combat-là va déterminer le mandataire WBO dans la catégorie Light Heavyweight. Ensuite, on a Virgil Ortiz contre Israil Madrimov. Alors, très franchement, s'il y a bien un combat qui risque de voler la vedette au main event et au co-main event, c'est bien celui-là. En termes de style, ça va être un feu d'artifice. Un feu d'artifice, ce combat-là. On a Virgil Ortiz qui envoie énormément de coups, qui a un crochet, qui a une attaque au corps, parce que c'est pas que son crochet gauche, mais une attaque au corps de manière générale excellente. Il coupe bien le ring, défensivement responsable, parce qu'il a toujours une garde haute, il bouge plutôt bien la tête. Franchement, pour un combattant entraîné par Robert Garcia, parce que je dis ça exprès, pourquoi Robert Garcia? Parce que la plupart des combattants qu'il entraîne, c'est que des bagarreurs, les Maidana, etc. C'est que des combattants comme ça en général qu'il entraîne. Et là, je trouve que Virgil Ortiz, c'est une version plus responsable défensivement et qui, par contre, charge un peu trop ses coups, même s'il il set up plutôt bien ses attaques, mais je trouve qu'il charge un peu trop ses coups. Et par contre, on l'a jamais vu reculer, Virgil Ortiz. Et de deux, si vous regardez bien, Virgil Ortiz, la plupart des adversaires qu'il a eu en face de lui, c'était les gens qui restaient les deux pieds plantés devant lui et qui acceptaient d'échanger. Il n'a jamais eu affaire à quelqu'un qui utilisait les déplacements. Et je pense que ça pourrait être un problème parce que de l'autre côté, Israil Madrimov se déplace très bien, plutôt puissant, mais il n'a pas un gros punch qui pourrait endormir Virgil Ortiz avec un seul coup. Il se déplace bien, bon techniquement. Par contre, voilà, à certains moments, il n'envoie pas assez de coups, malheureusement, Israil Madrimov. Et c'est d'ailleurs ce qui lui a coûté la victoire contre Crawford. Parce qu'il feintait beaucoup au lieu d'envoyer des coups. Et c'est ce qui lui a coûté justement le combat. Et aussi, j'ai l'impression que les coups au corps, c'est un peu compliqué pour Israil Madrimov. Il a du mal, j'ai l'impression, à défendre. Mais dans tous les cas, le footwork de Israil Madrimov pourrait très certainement donner des problèmes à Virgil Ortiz. Mais là, par contre, sur ce combat-là, je ne sais pas trop à qui donner la victoire parce que je m'attends à de bonnes choses de part et d'autre. Là, je sais pas. Sur ce combat-là, parce que c'est vrai que le crochet de Virgil Ortiz, le crochet gauche, il en a allongé plus d'un. Et ça pourrait être le cas aussi avec Israil Madrimov. Donc, je sais pas trop. Je vais peut-être dire Virgil Ortiz sur ce coup-là, ouais. Ouais, peut-être Virgil Ortiz. Ouais, je vais dire Virgil Ortiz et peut-être même par KO. Là, on a Carlos Adames contre Hamza Shiraz. Alors, Carlos Adames, combattant très 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 agressif, envoie de gros coups. Il est surtout bon à courte distance, envoie de bonnes combinaisons corps-tête, justement quand il est à courte distance. Coupe bien le ring. Par contre, défensivement, non, c'est pas ça. Il bloque avec la tête et justement, vu qu'il envoie énormément de coups, forcément, il est ouvert au contre. Et je pense que ça pourrait être un problème contre quelqu'un comme Hamza Shiraz. Hamza Shiraz qui est très grand pour la catégorie et non seulement il est grand pour la catégorie, mais il combat comme un grand aussi, ce qui n'est pas toujours le cas. Il utilise très bien son jab, très bien son allonge. Maintenant, des deux, c'est Hamza Shiraz le moins expérimenté. Mais
Vous savez, des fois, c'est pas que les capacités des combattants qui comptent. Il y a aussi le fait que Hamza Sheeraz soit sur la liste de Canelo pour, euh, pour la fin de sa carrière. Apparemment, il fait partie de cette liste-là des combattants qui pourraient potentiellement l'affronter. Donc, je pense que ça joue aussi et ça pourrait jouer avec les juges. Mais voilà, là, ce combat-là, là aussi, c'est un peu compliqué puisque le manque Hamza Sheeraz a moins d'expérience que Carlos Adames, mais je le vois bien justement maintenir Carlos Adames à distance. Donc ouais, je vais peut-être dire, je sais pas, parce que quand même Carlos Adames il cogne fort, il est bon à courte distance et il pourrait justement faire un vrai boulot au corps à Hamza Sheeraz. Maintenant, Hamza Sheeraz avec son jab il peut le maintenir à distance, mais il n'arrivera pas à le maintenir à distance pendant 12 rounds, ça c'est sûr et certain. Et ce combat-là, je pense qu'il y en a un des deux qui va aller dormir. Et je pense que c'est Carlos Adames qui va perdre sa ceinture. Et Hamza Sheeraz qui devrait peut-être devenir champion WBC ce soir-là. Mais bon, ça ne me choquerait pas voilà, dans ce combat-là, ça ne me choquerait pas que Adames gagne en tout cas. Je ne serais pas surpris. Parce qu'en termes d'expérience, je pense que l'expérience pourrait jouer aussi. Ensuite, nous avons Shakur Stevenson contre Floyd Schofield. Alors, pour être honnête, de tous les combats de la soirée, c'est le combat qui m'intéresse le moins. Parce qu'on a quand même Shakur Stevenson qui est aux Jeux Olympiques, qui est champion dans plusieurs catégories, qui va affronter Floyd Schofield, qui est plus jeune que lui, qui n'a rien gagné pour l'instant, qui théoriquement c'est un prospect. J'ai pas compris pourquoi ils ont choisi Schofield, mais bon. En tout cas, en termes de style, Floyd Schofield, c'est quelqu'un de c'est les deux opposés en termes de style. On a Floyd Schofield qui est très très agressif, qui a beaucoup de coups, etc. Et de l'autre côté, on a Shakur Stevenson, le boxeur défensif, au bon mouvement. Et d'ailleurs, Shakur Stevenson est un des boxeurs qui se fait le moins toucher parmi tous les boxeurs de cette génération. C'est un des boxeurs qui se fait le moins toucher. Très franchement, je pense que Shakur Stevenson va gagner et va sûrement le stopper. Je vois pas comment Floyd Schofield pourrait le battre. Je vois pas comment il pourrait. Il va peut-être le faire galérer pendant peut-être 1-2 rounds, mais ça va se limiter à ça. J'ai du mal à voir Schofield gagner contre Stevenson. Et c'est vraiment dommage qu'ils envoient quelqu'un comme Schofield aussi vite dans le feu de l'action. Parce que là, bon certes, il va prendre en expérience, c'est sûr et certain, mais voilà, je pense qu'il aurait peut-être dû attendre quelques combats pour ensuite affronter Stevenson. Pour l'instant, j'estime pas que c'était pas nécessaire en fait. Voilà, c'était pas nécessaire. Ensuite, là, on a un combat très 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 important dans la catégorie heavyweight parce que le vainqueur de ce combat-là va avoir l'opportunité d'affronter Usyk pour toutes les ceintures. De façon à ce qu'on ait un champion incontestable une nouvelle fois en heavyweight. Et là, le champion actuel, c'est Daniel Dubois, mais voilà, Joseph Parker, de l'autre côté, veut la ceinture. Alors là, c'est intéressant parce que, pareil, en termes de style, c'est totalement différent aussi. On a Daniel Dubois qui est très très agressif, envoie beaucoup de coups, avance sur ses adversaires. Et de l'autre côté, on a Joseph Parker qui, grâce au cousin de Tyson Fury, Andy Lee, est devenu enfin pas est devenu, mais a amélioré sa technique et maintenant est devenu très clairement un pur technicien. Alors, c'est marrant parce que si vous regardez ceux qui ont donné des problèmes à Daniel Dubois, c'est des combattants avec de très bons jabs. Joe Joyce Prime et Usyk. Les deux ont de très bons jabs et ont réussi à l'avoir comme ça. Mais bon, après, c'était des défaites, pardon, pour Daniel Dubois qui date d'il y a plusieurs années. Entre-temps, il s'est quand même beaucoup amélioré. Ou pas. Justement, je pense que là, on va avoir la vérité la semaine prochaine. Joseph Parker, lui, comme je l'ai dit, c'est devenu un technicien entre-temps. D'ailleurs, c'est marrant parce que les deux ont perdu contre Joseph Parker, contre Joe Joyce, pardon. Et de la même manière. Les deux il y en a un c'était un KO, l'autre c'est arrêt de l'arbitre, un TKO. Et les deux ont les armes pour pouvoir battre l'autre, parce que si vous regardez le combat de Parker contre Zeng par exemple, Parker a eu du mal avec la pression de Zeng.
Je pense que si Zhang avait un ou deux rounds en plus dans son corps, je pense qu'il aurait battu Parker. Mais bon, que voulez-vous, Zhang, c'est pas... Zhang a plus de jus passé le 4e round. Et il a quand même réussi à l'envoyer au sol une deuxième fois. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué, donc... Mais je pense quand même que Daniel Dubois, surtout avec la confiance qu'il a en lui en ce moment, le fait qu'il soit champion, je pense qu'il devrait battre Joseph Parker. Et je ne pense pas que s'il le bat, ce soit par décision, ça va aller au KO. Parce qu'on parle quand même de quelqu'un, il a dû aller, je crois, peut-être une fois à la décision, Daniel Dubois. Ça veut dire ce que ça veut dire, donc pour moi, je pense que s'il gagne, ça va pas à la décision, il le met KO. Il le met KO, et je pense que ça devrait être en l'espace de... Ouais, 7-8 rounds, je pense. 7-8 rounds. Et... Mais voilà. Là, dans ce combat-là, vu que ça reste quand même un combat en heavyweight, je n'exclus pas l'upset de la part de Joseph Parker. Joseph Parker peut faire quelque chose. Mais voilà, je m'attends plus à ce que Daniel Dubois le mette KO. Et enfin, le combat tant attendu, le rematch entre Beterbiev et Bivol. Déjà, avant de continuer, merci les Saoudiens. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. On a eu Fury Usyk et le rematch en l'espace de 6 mois. Et là, pareil, en l'espace de 6 mois, on a Beterbiev Bivol, le rematch, l'aller et le retour. Franchement, merci les Saoudiens. Le premier combat, magnifique d'un point de vue technique. Et je m'attends à la même chose, très franchement, pour ce combat-là. Je m'attends exactement à la même chose. Maintenant, je ne m'attends pas à ce que Beterbiev change son game plan. Par contre, Bivol, oui. Bivol, la raison pour laquelle il l'a perdu, c'est par manque d'activité. Et ouais, c'est ça. C'est uniquement ça, en fait, manque d'activité. Et je pense que c'est surtout dans les 3 derniers rounds qu'on l'a vu, parce que je crois que c'est le 12e. Il a dû être actif 30 secondes. Le round d'avant, il était actif 1 minute. Donc, et le round d'avant, tout simplement, Beterbiev l'a gagné. Donc je pense que celui qui va changer des choses, c'est Bivol. Et il l'a dit lui-même, il sera plus agressif, il va essayer d'échanger avec Beterbiev. Alors, si c'est vraiment le cas, je pense que Beterbiev devrait gagner. Si vraiment il fait ce qu'il dit, hein, qu'il reste planté devant Beterbiev et qu'il échange, malgré qu'il ait l'avantage de la vitesse et de la précision, il va se faire assommer par Beterbiev s'il reste vraiment les pieds plantés devant lui. Je ne pense pas que ce soit la meilleure chose à faire. Je pense que ce qu'il a fait était très bien. Il faut juste qu'il soit plus actif qu'au premier combat, c'est tout. Et rester les 2 pieds plantés devant Beterbiev, très mauvaise idée. Très, très, très mauvaise idée. Mais je pense que Beterbiev devrait l'avoir une deuxième fois si vraiment il fait ce qu'il dit. Ouais. Voilà comment je vois le combat se dérouler. Si vraiment ça va jusqu'au bout et qu'il reste les pieds plantés devant lui et qu'il échange. Je vois pas comment ça pourrait aller autrement. Mais bon, encore une fois, pour moi, c'est un 55-45, et ce qui veut dire que je n'exclus pas l'upset de la part de Bivol. En tout cas, dans tous les cas, on va avoir une très très bonne carte. Je sais pas pour vous, mais moi, je regardais du début à la fin. Après, en plus de ça, quand c'est en Arabie Saoudite, c'est aux heures parfaites pour nous qui vivons en Europe, enfin du moins dans cette partie-là de l'Europe. Nickel. Donc voilà mes pronos pour la carte. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. J'ai créé un Tipeee de façon à pouvoir financer l'amélioration de la chaîne et aussi de façon à pouvoir m'aider à pouvoir créer du contenu à l'étranger. J'aimerais bien pouvoir faire des reportages à l'étranger. Si vous pouviez m'aider, c'est parfait. Le lien est dans la bio et on se reverra à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!